Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir quelques généralités sur les fluides. Alors avant de développer, il faudrait peut-être revoir un petit peu ce qu'on appelle les trois états de la matière. Alors vous le savez, hein, les trois états de la matière, état solide, que je vais noter S, l'état liquide, L, et l'état gazeux. Alors c'est quoi la différence fondamentale entre ces trois états de la matière? Si je prends l'état solide, alors l'état solide, on va constituer une matière constituée de molécules ou d'atomes que je vais représenter par des petits points jaunes. Et bien dans l'état solide, ces molécules ou ces atomes sont agencés de façon relativement régulière, reliés entre eux par des liaisons chimiques. Hein. Voilà, genre je ne détaille pas, il y a plein de types possibles. Bref, vous voyez qu'en fait ces molécules ou ces atomes n'ont pas beaucoup de possibilités de bouger entre eux. Par exemple, par contre, si je prends l'état liquide, alors l'état liquide, on va retrouver ces atomes ou ces molécules, et là, en fait, ces molécules, alors elles sont liées, mais pas forcément toutes les unes entre elles, et elles vont pouvoir glisser, si on peut dire, glisser les unes par rapport aux autres, hein, ce qui est caractéristique de l'état liquide. Et puis à l'état gazeux, on va retrouver ces molécules, et là, il n'y a plus aucune liaison entre ces différents atomes ou molécules. Et en fait, à l'état gazeux, ces molécules sont libres de bouger dans toutes les directions. Donc vous voyez que ce qui caractérise ces trois états, c'est que si on prend un volume donné de matière, on n'a pas le même nombre, on va avoir le même nombre d'atomes ou de molécules dans ce même volume, selon l'état solide, l'état liquide ou bien l'état gazeux. Alors qu'est-ce qu'on appelle le fluide? Eh bien les fluides regroupent ici ce qu'on appelle l'état liquide et l'état gazeux. Donc voilà, donc les fluides c'est quoi? Les fluides ce sont des liquides, les liquides et les gaz. Alors quelles sont les propriétés physiques importantes des fluides? La particularité c'est que ces fluides n'ont pas de forme propre. Alors quand on dit forme propre, propre c'est pour propriété, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas une forme qui caractérise un état fluide. Donc voilà la forme, ce qu'on appelle donc une forme propre, une forme qui appartient au liquide ou au gaz. On dit en général que les liquides et les gaz prennent la forme du récipient qui les contient, ce qui n'est pas le cas du solide. Hein, l'état solide, un solide a bien une forme caractéristique. Et puis, autre particularité, alors là par contre il va falloir faire une petite différence entre les gaz et les liquides. En ce qui concerne les gaz on dit qu'ils sont expansibles. Alors expansible, hein, ça veut dire qu'on peut augmenter leur volume ou à l'inverse diminuer leur volume. Dans ce cas-là, on dira qu'ils sont compressibles. Donc là, il y a plein d'exemples. Hein. Vous prenez une pompe à vélo, vous bouchez l'extrémité de la pompe à vélo et vous appuyez sur votre pompe, vous allez bien comprimer le gaz, l'air entre autres, hein, qui est à l'intérieur de la pompe de vélo. Expansible. Alors, les liquides, par contre, eux, ont la particularité d'être incompressibles. Alors, incompressibles, c'est une des raisons pour lesquelles on va les utiliser dans des systèmes hydrauliques. On verra ça un petit peu plus tard. La particularité de ces fluides, on pourra dire que ces fluides s'écoulent. Hein. On peut avoir des écoulements fluides. Hein. Pourquoi? Parce que les molécules sont capables de bouger les unes par rapport aux autres. Alors une autre particularité aussi des fluides, on parlera d'agitation moléculaire. Alors agitation moléculaire, en fait ces atomes ou ces molécules que j'ai représentées ici, elles sont en mouvement les uns par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres. C'est ça ce qu'on appelle l'agitation moléculaire. Et cette agitation, en fait, elle est caractérisée par une grandeur. Cette grandeur, c'est la température absolue. La température absolue, c'est une valeur qui va caractériser cette agitation. Plus la température absolue est grande et plus l'agitation moléculaire est importante. Alors, cette température absolue en physique, on la note T, T majuscule, et elle se mesure en Kelvin. Le symbole du Kelvin, c'est un K majuscule. Alors, puisque ça caractérise l'agitation moléculaire, il y a une valeur particulière, hein, c'est 0 Kelvin. Quand la température absolue, ou si la température absolue est de 0 Kelvin, ça veut dire qu'il n'y a plus d'agitation. Il n'y a pas d'agitation moléculaire. Cette température-là, on l'appelle aussi le zéro absolu.
Voilà la caractéristique de la température absolue. Alors, cette température absolue T en Kelvin, il faut savoir aussi convertir cette température absolue en température centésimale, qui est la température qu'on utilise nous, qui est le degré Celsius. Alors, il faut retenir la relation suivante, hein. Une température en Kelvin, c'est une température. Alors, la température en degrés Celsius, on la note souvent θ, auquel il faudra rajouter 273,15, qu'on arrondit très souvent à 273. Voilà la définition, la relation qui permet de passer d'une température en Kelvin à une température en degrés Celsius. Voilà pour cette petite introduction. Alors, à partir de là, on va pouvoir définir différentes notions, notamment la notion de masse volumique d'un fluide. Alors, la définition de la masse volumique, elle marche pour tout, hein. Elle marche pour les solides, pour les liquides et pour les gaz, mais elle va être très utilisée et très souvent utile dans le cas des fluides. La masse volumique, elle se note par la lettre grecque ρ, qui se dessine comme ça par un P un petit peu penché. Elle a pour définition la relation suivante. La définition est dans le mot, hein. La masse volumique, c'est tout simplement la masse d'un échantillon, hein, divisé par son volume. La masse, vous l'exprimerez en kilogrammes, le volume, vous l'exprimerez en mètres cubes, ce qui vous donnera une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Voilà la définition qu'il faut connaître, définition donc de la masse volumique. Alors, pour calculer des masses volumiques, il faudra connaître des masses en kilogrammes sur des volumes en mètres cubes. Petite particularité, petite difficulté, il faudra bien se rappeler que 1 mètre cube, c'est égal à 10 puissance 3 litres, hein, 1000 litres, et inversement, 1 litre, c'est 1 millième de mètre cube, donc 10 puissance moins 3 mètres cubes, et je vous rappelle aussi que 1 litre, c'est la même chose que 1 décimètre cube. Pour faire toutes ces conversions de volume, je vous laisse retourner et je vous laisse regarder la vidéo concernant les conversions, hein, d'unités. Quelques exemples de masse volumique, les masses volumiques les plus courantes. Alors la masse volumique de l'eau. Alors la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube, hein, ou autrement dit 1 kg par litre. La masse volumique de l'air, l'air a bien une masse, hein, et quand on pèse, et je vous expliquerai pas ici comment on fait, mais quand on pèse 1 mètre cube d'air, eh bien on arrive à peu près à 1,3 kg par mètre cube. Bon, il y a une petite expérience qui permet de calculer la masse d'un litre d'air. Vous pouvez retourner voir dans les livres de 4e où vous retrouverez ça sur internet avec un ballon de basket, etc. Je ne développe pas ça ici. Et puis une autre masse volumique, par exemple la masse volumique du béton. Alors il y a plusieurs masses volumiques pour le béton, ça dépend de la constitution du béton, hein. À peu près 2300 kg par mètre cube. Voilà la définition de la masse volumique. Alors pour les fluides, on utilise une autre grandeur qui est en rapport avec la masse volumique, c'est la densité. Alors la densité, elle se note D, et la définition de la densité, en fait, elle dépend du fluide qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même définition pour les gaz que pour les liquides. Alors liquide d'ailleurs, et je vais mettre entre parenthèses, et solide, parce que la définition, elle fonctionne aussi pour les solides. Pour les gaz, la définition de la densité pour les gaz, c'est la densité d'un gaz, hein, c'est la masse volumique de ce gaz, ρ, divisée par la masse volumique de l'air. Et la densité des liquides ou des solides, eh bien c'est la masse volumique du liquide ou du solide que vous êtes en train d'étudier, divisée par la masse volumique de l'eau. Autrement dit, hein, on prend comme substance de référence pour les gaz l'air, et comme substance de référence pour les liquides et les solides l'eau. Alors, la valeur que vous allez trouver pour la densité, c'est un nombre, hein, qui n'a pas d'unité. Et puis, l'intérêt de cette densité, ça permet de comparer les gaz et les liquides par rapport aux substances de référence. Hein, par exemple, bien, la densité de l'air est égale à 1. La densité de l'eau est égale à 1. Si la densité d'un gaz, alors la densité d'un gaz, elle peut être supérieure à 1 ou elle peut être inférieure à 1.
Donc si la densité du gaz est supérieure à 1, ça veut dire que ce gaz est plus lourd que l'air. Alors je vous donne un exemple. Alors, autrement dit, il va avoir tendance à descendre dans un volume d'air. A l'inverse, si la densité de ce gaz est inférieure à 1, ce gaz va avoir tendance à s'élever dans l'air. Alors l'exemple d'un gaz plus lourd que l'air, c'est par exemple le dioxyde de carbone. Exemple d'un gaz qui est plus léger que l'air, c'est l'hélium, symbole He. Pareil pour les liquides et les solides, si la densité est supérieure à 1, le liquide va avoir, ou l'objet va avoir tendance à couler dans l'eau. Alors, quelques exemples de densité supérieure à 1, on parlait du béton tout à l'heure. Densité inférieure à 1, donc là encore, le liquide ou l'objet va avoir tendance à remonter dans l'eau. Alors, ça peut être l'exemple de l'huile, par exemple. Voilà pour les notions de densité et de masse volumique. Alors maintenant, une autre grandeur, une autre notion qu'on va très utiliser dans les fluides, c'est la notion de pression. Alors la pression, on la note par un P majuscule, et la pression se mesure en pascal. Le symbole du pascal, c'est un P majuscule et un A minuscule. Alors, comment est définie la pression? Alors, si on prend par exemple un récipient dans lequel il y a un fluide, alors des molécules de fluide, carré là. Voilà, ces molécules sont en train de se déplacer et elles vont venir en bougeant, hein, elles vont rebondir sur les parois ici. Voilà. Donc les parois du récipient dans lequel est le fluide. Si je m'intéresse à cette paroi ici, qui possède une surface S, et bien globalement, les molécules qui vont venir se choquer, hein, s'entrechoquer sur cette paroi, vont créer une force hein, dont la résultante est ici perpendiculaire à la surface. Et bien en fait, la pression d'un fluide, par définition, est égale au rapport de cette force F, donc force pressante, hein, force due au choc des molécules sur la paroi, alors que ce soit un liquide ou un gaz, hein, divisé par la surface de la paroi. Alors au niveau des unités, hein, on a bien une force en newton, une surface en mètres carrés, et donc une pression en pascal. Ce qui signifie que 1 pascal, c'est la même chose que 1 newton par mètre carré. Alors pour que vous compreniez bien à quoi correspond 1 pascal, si vous prenez par exemple une surface de 1 mètre carré, une table par exemple, hein, dont la surface est de 1 mètre carré. Si vous posez votre doigt, alors j'essaie de dessiner une main, 1, 2, 3, 4, avec 5 doigts, ce sera un petit peu mieux, voilà. Si vous posez, elle a même 6 doigts, bon c'est pas grave. Si vous posez un doigt vous posez juste un doigt sur cette table de 1 mètre carré, votre doigt va exercer une force sur cette table, dont la valeur est à peu près de 1 newton. Donc en gros ici vous voyez, vous êtes en train d'appliquer une force de 1 newton sur 1 mètre carré. Autrement dit, vous êtes en train d'exercer une pression de 1 pascal. Voilà ce que représente 1 pascal. Donc vous posez un doigt sur une table. Si on s'intéresse à la pression exercée par l'air, alors on l'appelle aussi la pression atmosphérique, hein, puisque l'air contenu dans l'atmosphère qui nous entoure. Cette pression atmosphérique, on la note souvent dans les exercices en physique P0. Et bien cette pression est de 1,015 fois 10 puissance 5 pascal. Donc vous voyez, elle est presque 100 000 fois plus, 10 puissance 5, 100 000 fois plus supérieure à la pression exercée par un doigt sur une table. 1,015 fois 10 puissance 5 pascal. On l'exprime parfois en hectopascal, ce qui revient à dire que l'on a à peu près 1015 hectopascal. Voilà ce qu'on appelle donc la pression atmosphérique. On l'appelle aussi pression normale.
Voilà. Alors, ça, c'est une pression qui peut être mesurée à une température de 25 degrés, ce qu'on appelle les conditions normales. Voilà pour la pression atmosphérique, hein, ou la pression de l'air. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la pression? Différentes unités possibles pour la pression. Par exemple, le bar. Un bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal, 100 000 pascal. Ça veut dire que la pression normale, P0, hein, donc si je reprends ici 1,015 fois 10 puissance 5 pascal, eh bien c'est la même chose que 1,015 bar, et ça on pourra faire une approximation et dire que c'est à peu près égal à 1 bar. Donc finalement la pression atmosphérique, elle est à peu près égale à 1 bar. Alors il y a d'autres unités de pression. Il y a l'atmosphère, alors qu'on note comme ça, ATM, une atmosphère. Alors une atmosphère, en fait, une atmosphère, c'est égal à la pression normale. Mais comme on vient de dire que la pression normale, elle est quasiment égale à 1 bar, on pourra, dans les exercices, faire l'approximation suivante. Une atmosphère, c'est aussi égal à 1 bar. Si vous gonflez un pneu de vélo, parfois sur le pneu, vous avez une pression qui est mesurée en PSI. Alors PSI, en fait, c'est une unité anglo-saxonne qui veut dire pound per square inch. Autrement dit, c'est une unité de mesure de livres, vous savez les mesures anglaises, hein, livres par des pouces au carré. Alors là, on est vraiment dans la notation anglo-saxonne, hein. Des livres, c'est pour la mesure d'une masse, hein, anglo-saxonne, et puis les pouces, c'est les mesures de longueur, pouces au carré. Donc vous voyez, en fait, on retrouve cette notion de surface, hein, de force divisée par surface. Alors ici, c'est une masse par unité de surface. Bon, pour votre culture, ou en tout cas si vous en avez besoin, un PSI, en fait, est égal à 6894,76 pascal. Bon, je ne connais pas cette valeur par cœur, hein, je suis en train de vous la lire. 6894,76 pascal, ça c'est pour un PSI. Alors parfois aussi, vous pouvez entendre une unité de mesure de pression en kilos. Hein, par exemple, je gonfle mes pneus de vélo à 5 kg. Alors, le kilo, kilo ça veut rien dire, hein, puisque kilo c'est une mesure, un multiple, hein, d'une unité qui veut dire 1000. Alors en fait, quand les gens disent kilo pour une mesure de pression, ça sous-entend kilogramme par centimètre carré. Donc, par exemple, quand on dit je gonfle mon pneu à 3 kg, bah, c'est 3 kg par centimètre carré. Alors des kilogrammes par centimètre carré, ça correspond à quoi? Kilogramme par centimètre carré, 1 kg, si vous appliquez la relation P égale à mg, ça correspond à peu près à 10 newtons. Donc 1 kg, c'est la même chose que 10 newtons. Donc 1 kg par centimètre carré, c'est 10 newtons par centimètre carré. Si vous ramenez ça à 1 mètre carré, 10 newtons par centimètre carré, ça fait à peu près 10 puissance, enfin ça fait même exactement 10 puissance 5 newtons par mètre carré. Newton par mètre carré, ça y est, on retrouve notre unité, c'est des pascals. Autrement dit, 10 puissance 5 pascal. Et 10 puissance 5 pascal, et ben je vous l'ai mis ici, c'est égal à 1 bar. Donc autrement dit, quand quelqu'un dit qu'il gonfle son pneu à 4 kg, en fait c'est comme s'il disait qu'il gonflait son pneu avec une pression de 4 bars. Voilà. Kilo et bar, dans le langage courant, c'est exactement la même chose. Voilà pour cette notion de pression. Voilà pour cette première partie sur la statique des fluides. Et bien dans l'attente du prochain cours, je vous dis à bientôt.